Notre invité Xavier Bertrand, député, maire et candidat à la primaire de 2016, je pense, nous verrons bien, pour la présidentielle de 2017. Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Primaire UMP, bien sûr. Xavier Bertrand, est-ce qu'on a besoin de vous? Non, mais pas de vous, Xavier Bertrand, mais des politiques. Parce que, est-ce que vous nous faites rêver, franchement, aujourd'hui? Je vous dis ça parce qu'à chaque fois, aujourd'hui, je sais pas vous, hein, mais droite, gauche ou autre, à chaque fois que j'invite maintenant un homme politique ou une femme politique, je reçois une avalanche de mails me disant « Mais à quoi ça sert de les inviter ?» Ça vous surprend? Non, ça me surprend pas. Parce que je vois bien quand je me déplace, il y a des gens qui s'intéressent, il y en a d'autres qui nous tournent le dos, qui s'intéressent plus aux politiques. Et tiens, d'ailleurs, je vais faire la différence. Je crois que les Français s'intéressent toujours à la politique. Ils aiment la politique parce qu'ils sentent bien que pour diriger un pays, une vision politique, c'est quelque chose d'essentiel. Mais les politiques d'aujourd'hui, d'hier, ça par contre, ils s'en désintéressent. Ce qui explique à la fois l'abstention et la contestation. Ce qui explique en grande partie le vote des extrêmes et pour être plus précis, le vote pour Marine Le Pen. C'est une façon de dire on aime la politique, mais on n'aime plus les politiques. Alors changez. Changez, vous les politiques. Oui, changez. On va en parler. On va en parler de ce changement. Je vais revenir sur la manif pour tous. Vous avez manifesté hier oui, comme les fois précédentes. Vous allez nous expliquer pourquoi. Nous allons parler de la GPA, des propositions faites par le gouvernement et de ce qu'il faudrait faire à vos yeux. Mais restons dans la politique. Est-ce que Nicolas Sarkozy a raté son entrée en campagne? Il a séduit à nouveau les convaincus. Non, mais est-ce qu'il a raté son entrée en campagne? Je vous dis... Franchement, par rapport au franchement, vous êtes un observateur, vous êtes de parti pris? Ah non, non. Moi je suis pas observateur, je suis pas commentateur. Moi je fais de la politique. Bon. Je laisse les journalistes faire leur boulot. Ce que je vois, c'est qu'il a été candidat comme on le sentait depuis quelques mois. Il est revenu sur l'engagement qu'il avait pris devant vous et chez vous. C'est son droit. Il est candidat, il va être élu à la tête de l'UMP. Il n'y a aucun suspense là-dessus. Vous allez voter pour lui? Je vais me prononcer à la fin novembre. Avant l'élection, je ne me réfugierai dans aucune neutralité pour dire « Ah, vous savez, je ne vous dis pas pour qui je voterai. » Je dirai pour qui je voterai. Vous savez aujourd'hui pour qui vous voterez? À 100% non. Mais à 90% oui. Oui, pas loin, mais j'attends de savoir si les candidats vont enfin nous parler un peu de l'UMP. C'est pas le sujet qui passionne le plus les Français, mais pour les adhérents de l'UMP, pour le militant que je suis... Nicolas Sarkozy veut supprimer l'UMP? Ah, il va la changer, c'est ce que je demandais. C'est ce que je demandais. Oui, la rénover complètement. Et de redonner du pouvoir à qui... Je me suis clairement exprimé au mois de juin sur ce que je pensais des différents candidats. Je suis plutôt cohérent, c'est du moins ce que j'essaye de faire. Je revendique une cohérence. Je l'ai vu la semaine dernière, je pense qu'il a compris clairement quelle serait ma position, quelle ne serait pas ma position. Mais en attendant, je suis prêt à dire pour qui je voterai, mais je dirai à la fin de la campagne, quand on m'aura enfin un peu parlé de l'UMP, et de me dire qu'il ne s'agit pas de la changer, mais comment? Est-ce que par exemple, je le dis aux candidats, chiche, est-ce qu'on est capable de dire que chaque adhérent se prononcera pour tout responsable de l'UMP? Plus de nomination, une élection par les adhérents. Du délégué cantonal jusqu'au candidat aux législatives. Plus de décisions imposées par Paris. Le militant vote et choisit les responsables qu'il aura face à lui. Les grandes options politiques. Notamment, est-ce qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, changer le statut? Avant de demander à tous les Français, demandons clairement aux adhérents ce qu'ils en pensent. Et sur la question, par exemple, du mariage pour tous, est-ce qu'il faut revenir en arrière sur la loi Taubira? Je demande une consultation des adhérents de l'UMP. Il n'y a pas aujourd'hui de ligne politique du mouvement, et bien sûr, on demandait que cette ligne soit définie par les adhérents. Parce que vous voyez, ce que je veux pour l'UMP, je le veux pour la France. La France est un pays beaucoup trop centralisé. Toutes les décisions viennent de Paris. Et on ne laisse pas respirer le terrain, les territoires. Eh bien, si on veut changer les choses en France, il faut commencer par les changer à l'UMP. Donc, vous changez les choses à l'UMP. Pour commencer. C'est pour commencer. Donc, vous attendez ces réponses des trois candidats. Parce que pour l'instant, ça ne parle pas beaucoup d'UMP. Il n'y a pas de débat public entre les trois candidats. Vous le regrettez? Débat à distance, oui, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux qu'il y ait un débat, oui, bien sûr. Oui. De voir les convictions de chacun. D'ailleurs, je le demande, mais la réponse a déjà été donnée. Oui. Puis vous savez, je ne vais pas non plus demander 36 choses ou poser 36 exigences. J'avais pas autrement être candidat. Moi-même, à la tête de l'UMP, moi j'ai fait le choix de la cohérence et de dire je serai candidat à la primaire, parce que je ne veux pas faire croire que je vais penser à la direction de l'UMP matin, midi et soir si j'ai en tête la primaire et la présidentielle. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy, selon vous, a en tête la présidentielle? Évidemment.
Mais pourquoi ne le dit-il pas? Je peux poser de la question. Je ne suis plus son porte-parole. Je ne suis plus son porte-parole. J'ai été son porte-parole. Je ne serai plus porte-parole. C'est l'un de vos proches qui est son porte-parole. Quelqu'un de très bien, Gérald Darmanin. Oui, non, mais je peux bien ou pas bien, c'est l'un de vos proches qui est son porte-parole. Mais quand c'est quelqu'un de bien, autant le dire. Bon, alors selon vous, il n'y a pas de doute, il sera candidat à la présidentielle. Il est déjà candidat à la primaire. Oui. Les primaires auront lieu à droite. Et pourquoi je suis si attaché aux primaires? Oui. Parce que les primaires, ce ne sera pas un concours de beauté. Pour la première fois, les électeurs de la droite et du centre se prononceront aussi sur la ligne politique, sur le fond, sur le projet qu'il y aura pour redresser notre pays. Par exemple, je suis un déçu de François Hollande. Il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. Quelqu'un de centre-gauche, par exemple. J'ai envie de me prononcer aux primaires UMP. J'aurai le droit ou pas? Vous pourrez le faire. Je pourrais le faire? Vous pourrez le faire. C'est bien, bien ça ou? Bien sûr, ceux qui voudront... Je m'appelle François Bayrou, par exemple. Je pourrais me prononcer aux primaires? Il pourrait même se présenter à cette primaire. Oui. Parce que ce sera mieux que d'avoir une division à l'élection présidentielle, qu'il y ait une vraie clarté sur le projet. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, on voit bien que François Hollande est sorti des écrans radars des Français. On le voit bien. Les Français aujourd'hui n'en parlent même plus de François Hollande. Ils essayent juste de se dire pourvu qu'ils ne créent pas de difficultés supplémentaires, pourvu qu'ils arrêtent de nous faire du mal et de faire du mal au pays. Mais là, le problème, c'est qu'à droite, tout le monde se dit la gauche est tellement faible que celui qui sera en tête à droite sera élu président de la République. Et je dis attention, danger. Parce que si on ne se réconcilie pas avec les Français, si on n'a pas la confiance des Français, nous n'aurons pas le souffle d'un nouveau projet et le soutien populaire. Le problème pour nous n'est pas de gagner en 2017, c'est de gagner et de réussir. Et de poser les conditions de la réussite avant l'élection. D'en promettre 1000 fois moins, mais de tenir ce sur quoi on se sera engagé. D'avoir quelques priorités, l'emploi. Et de tout mettre sur l'emploi, de remettre de l'ordre dans notre pays. Vous avez avancé quelques propositions. Et sur tous ces sujets-là, les propositions et le projet. Et le projet. Refaire de la France un pays dans lequel on crée des emplois et les jeunes aient envie d'y rester. Alors justement, pour boucler la boucle Nicolas Sarkozy, pourquoi a-t-il raté son entrée en campagne? Les sondages le montrent. Pourquoi? Non mais attendez. Mais pourquoi? Je ne suis pas encore une fois à vouloir faire du commentaire. Non mais je vous demande pourquoi. Vous avez une analyse politique. Donc vous me demandez de changer de boulot. Allez, ok. Non. Je change de boulot. Parce que je pense que c'est difficile de se réinventer. Parce qu'il n'a pas changé? Bien sûr qu'il n'a pas changé. Oui. Bien sûr. Il avait inventé quelque chose en 2007. Pas d'idée neuve? Pas d'idée neuve? Oui, allez-y. Vous faites tout ou j'en fais un peu? Non, vous en faites un peu, beaucoup même. Merci. Allez-y. Moi j'en fais aussi. Il a inventé quelque chose en 2007. Oui. Et ensuite, c'est compliqué de se réinventer, et on voit même aujourd'hui que c'est quasiment impossible. Les idées qu'il a aujourd'hui, ce sont celles de 2012, c'est celles de la campagne de 2012. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut inventer un nouveau système politique. La société politique française, elle est bloquée. Quand je propose qu'il n'y ait qu'un seul mandat présidentiel, de changer la Constitution à un mandat unique. C'est pour que celui... De 7 ans. Plus long que les 5 ans, en tout cas. C'est tout simplement pour dire que celui qui est élu ne cherchera plus à plaire à tout le monde, mais qu'il va chercher seulement à accomplir cette mission de redressement. Est-ce qu'ils sont prêts, les uns et les autres, à aller dans cette direction? Je suis le seul à porter cette idée de changer les institutions pour redonner de la confiance. À droite, oui. À gauche, ça existe aussi. Oui, je vois que beaucoup viennent sur mes idées, tant mieux. Je préfère être à l'avant-garde, avoir des idées nouvelles. Mais vous ne pouvez pas demander non plus à tous ceux qui sont dans le système politique depuis 30 ans, qui nous ont aussi amenés à cette situation, une dette de 2000 milliards, un chômage de masse, mais vous avez participé, vous avez depuis 10 ans, c'est vrai. Et si je n'avais pas fait ce 1000 milliards en 10 ans, entre 2002 et 2012, 1000 milliards de dettes et politique, oui. Je n'aurais rien compris à ce qui s'est passé. Et moi, j'ai été marqué à la fois par la défaite de 2012 et j'ai été marqué aussi par ces élections européennes. La montée du Front National, on en parle, mais on l'a vu là. Les Français ont voulu que Marine Le Pen soit première, pas par hasard, pas par accident. Ils l'ont voulu, avec un message clair. Même si on aime la politique, même si on aime notre pays, on veut que vous changiez votre façon de faire, vous les politiques. Celui qui n'a pas entendu ce message, mais il n'a rien compris. On veut que vous quittiez l'euro, que vous abandonniez l'euro. Répète, c'est pas Marine Le Pen. Oui, mais entre autres. Elle a complètement. Entre autres. D'ailleurs, vous voyez bien dans les enquêtes. Oui. Il y a des Français. On voit cette dette justement. Est-ce que ce n'est pas la solution? Oui, mais justement, sur l'euro. J'y suis. Sur la question de l'euro, aujourd'hui, Marine Le Pen est à côté. Et à côté de ses électeurs et à côté de l'intérêt de la France. La question Vraiment? Oui. Le problème n'est pas de sortir de l'euro, c'est de changer le fonctionnement de l'euro. Alors vous allez me dire que j'ai voté non à Maastricht, c'est vrai. Oui. J'ai voté non à Maastricht parce que je pense qu'à l'époque, on a mis la charrue avant les bœufs. On a voulu faire la monnaie
avant tout le reste. Vous ne pouvez pas demander à des pays qui ont des compétitivités différentes d'avoir la même monnaie unique. Puis il faut que nos amis allemands... Le traité de Lisbonne, vous avez voté quoi? Nos amis allemands. C'était la même logique. Oui. En 2005, j'étais même pour, quoi? Et on a été battus. Oui. Parce que j'estimais qu'il y avait une logique, et aujourd'hui, je ne veux pas sortir de l'Europe. Vous avez été battus, le peuple a dit non, et vous vous êtes assis sur le peuple. Oui, sauf qu'aujourd'hui... Vous, comme Nicolas Sarkozy, comme d'autres, à gauche aussi, pareil. Est-ce que vous écoutez ce que je dis sur l'Europe? Allez-y. On a besoin de l'Europe. J'aime profondément mon pays. Mais 66 millions de Français, tout seuls, dans le concert international, nous ne pouvons pas réussir. Alors on a besoin de l'Europe. Mais d'une Europe qui fonctionne différemment. Ils vont finir par nous dégoûter de l'Europe alors qu'on aime l'Europe, ceux qui sont à la tête aujourd'hui. Les commissaires européens, il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils changent leur fonctionnement, il faut qu'ils changent dans leur tête et pas seulement changer les textes. Je veux une banque centrale européenne. Elle fait mieux aujourd'hui qu'hier. Mais il faut une banque centrale européenne qui s'assure quand elle prête aux banques que le banquier va prêter à l'entrepreneur du Saint-Quentinois. Voilà ce dont on a besoin. Est-ce que vous pensez que Pierre Moscovici est dans une situation intenable aujourd'hui? Évidemment, je l'avais dit avant. J'avais dit avant que s'il était nommé commissaire européen, on aurait les pires difficultés. Je suis désolé, j'avais eu raison, parce que de dire à quelqu'un qui a aussi été l'un des coupables de la situation budgétaire de la France aujourd'hui, de dire c'est vous qui allez maintenant demander des efforts et donner des leçons aux autres pays européens. Mais quelle crédibilité? Il n'y en a pas de crédibilité. J'en reviens à la situation politique en France. Est-ce que nous avons franchement les moyens de vivre aujourd'hui la plus longue campagne présidentielle que la France ait jamais connue? Franchement. Mais il faut savoir aussi ce que vous voulez. Bon, vous ne pouvez pas dire aussi qu'il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a pas d'idées nouvelles. Et quand on commence à se mettre au travail, sincèrement, en faisant des propositions qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, parce que c'est long pour se préparer à une campagne présidentielle. C'est long. De sortir des seuls sujets, par exemple, sur lesquels j'étais, la santé, les affaires sociales, pour s'intéresser aux questions de défense, pour s'intéresser aux questions d'autorité, aux questions de laïcité, aux questions régaliennes. Ça demande tout un travail de fond pour comprendre le pays. Ça vous demande de vous déplacer énormément sans être accompagné des médias, pour que les gens vous parlent sincèrement et qu'à partir de cela, vous puissiez construire un projet nouveau, qui ait du souffle, qui sorte un peu des sentiers battus. Et pour tout ça, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, ça ne peut pas se faire en 3 mois. Maintenant, il n'y a pas que cela. J'ai aussi, bien évidemment, en tête le rôle d'opposition au gouvernement. On va avoir le budget. On ne peut pas laisser passer comme ça sans rien dire, sans rien faire. Les 4 centimes d'augmentation du gasoil, là, en début d'année, c'est comme si c'était fait. Et la dernière folie de François Hollande. On ne peut pas laisser accepter dans les mois qui viennent, on taxe les tablettes, les smartphones, sous prétexte qu'on va aller regarder la télévision dessus. Vous demandez combien? Vous faites, parce que j'entends des chiffres à l'UMP divers et variés. On a François Fillon qui en est à 100 milliards de... C'est un peu la course à l'échalote en ce moment. C'est la course à l'échalote, oui. Alors Nicolas Sarkozy n'avance pas de chiffres pour l'instant, mais enfin il a des solutions. Vous aussi, vous avez des solutions. Alain Juppé a ses solutions. François Fillon a ses solutions. Mais comment allez-vous faire pour réduire le budget de l'État, les dépenses de l'État de 50 c'est le gouvernement socialiste. 150 milliards, comment faire? Vous savez ce qu'il manque dans beaucoup de ces projets? Quoi? La réponse à une question. Comment on retrouve de la croissance en France? Moi, je suis pas un comptable de formation, c'est une belle fonction, mais je suis pas comptable de formation. Mais vous n'êtes pas du sérail, d'ailleurs, le problème, Xavier Bertrand, à l'origine. C'est vrai. C'est vrai, beaucoup se moquent de moi parce que je suis provincial et pas parisien, parce que j'ai pas fait l'ENA, c'est vrai. Je l'assume et ça ne me dérange pas. Ça me permet certainement d'avoir des idées différentes et de ne pas avoir peur des tabous qui gênent. Quand je dis notamment que les Allemands doivent aussi financer, payer pour l'euro. On me dit, t'as pas le droit de dire ça, les Allemands sont nos amis, tu peux pas dire ça. Eh bien, je le dis parce que je le pense. Quand j'indique aussi qu'il nous faut faire des changements en profondeur sur les retraites et pas se contenter de dire 63 ans, 65 ans, il faut un nouveau système. Proposer un peu de capitalisation. Bien sûr, ce que les Français font depuis longtemps, mais que les hommes et les femmes politiques ont peur d'utiliser comme terme parce que vous pensez bien, c'est un drame. Les Français ont moins peur que la classe politique. Du monde de l'assurance aussi, c'est pour ça, non, Xavier Bertrand? Oui, bien sûr. Du privé, c'est pour ça que vous dites ça. Mais comme je suis plus assureur, ça ne présente aucun intérêt pour moi. Mais en revanche, je sais ce que font les Français depuis longtemps. 2/3 des placements d'assurance vie, c'est pour la retraite. Les Français ont peur depuis bien longtemps, mais ils attendent des hommes et des femmes politiques qu'ils aient de la vérité et du courage. Ce n'est pas des denrées très répandues, je vous l'accorde. Donc revenons justement à ce que vous disiez. Quel projet pour quelle croissance? Comment est-ce qu'au niveau européen, on libère la croissance? Comment est-ce qu'au niveau national, on libère la croissance? Et la question première n'est pas de dire on va baisser les dépenses publiques, il faut le faire. Dépenses de l'État, dépenses des collectivités locales et dépenses aussi de la sphère sociale.
D'accord. Mais à quoi ça va servir? D'avoir une bonne note à Bruxelles, c'est pas mon intérêt prioritaire. Mais en revanche, si on baisse les dépenses, c'est pour baisser les impôts. Baisser les impôts. Tout le monde ne le dit pas à droite. Il y a une priorité en France, c'est de baisser les prélèvements. Si vous rendez de l'argent aux Français, les entreprises investiront. Si vous rendez de l'argent aux Français, les Français consommeront. Voilà pourquoi, si vous ne relancez pas la machine, vous ne créerez pas d'emplois et vous ne conserverez pas les emplois. C'est ça la finalité première. L'emploi, l'emploi, l'emploi. Bon. Mais si vous n'êtes pas avec des solutions nouvelles, vous risquez pas de réussir mieux que les 30 dernières années. Avant de finir sur les questions de société, sur la manif pour tous, vous avez manifesté hier, donc, franchement, vous connaissiez le nom de Big Malion en 2012? Oui, bien sûr. Oui, vous le connaissiez. Quand la société était constituée, je crois que ça doit être en 2008, chacun sait que c'était des anciens du cabinet de Jean-François Copé, des proches qui créaient cette société. Oui, donc vous le connaissiez? Oui, je vous l'ai dit. Est-ce que vous croyez Nicolas Sarkozy quand il dit « j'ai découvert Big Malion et sa filiale Event longtemps après la présidentielle » Pourquoi ne pas le croire? Et pourquoi le croire? Parce qu'il l'a dit. Uniquement parce qu'il l'a dit? Uniquement. Vous savez, maintenant, cette affaire Big Malion, elle est sur le terrain judiciaire. Complètement sur le terrain judiciaire. Alors on va essayer d'éviter les commentaires politiques sur le sujet. Il ne s'agit pas de juger le fond. Il s'agit de poser une question toute simple. Est-ce que vous connaissez l'existence de Big Malion? Je vous ai répondu clairement. Vous dites oui. François Fillon, qui était Premier ministre, dit lui aussi oui. Il n'y a finalement que Nicolas Sarkozy qui est au sommet de l'État qui ne connaissait pas Big Malion. C'est peut-être aussi parce qu'il était au sommet de l'État qu'il avait d'autres choses en tête. Bon. Xavier Bertrand, deux hommes ou deux femmes qui s'embrassent dans la rue, ça vous choque? Bien sûr que non. Non? Non. Pourquoi avez-vous manifesté hier? Parce que je pense qu'on ne peut pas garder la loi Taubira. La loi Taubira, obligatoirement, immanquablement, l'engrenage de la loi Taubira nous amènera forcément à la GPA et à la PMA. Donc abrogation. C'est une question de moi. Et si ça n'est pas seulement un gouvernement qui le voudrait, ça sera la Cour de cassation, en interprétant les textes, et la Cour européenne des droits de l'homme. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. La Cour de cassation est dans son rôle. Vous remettez en cause la Cour de cassation? Je viens de vous dire, je remets en cause la loi Taubira. C'est à partir de la loi Taubira qui crée une égalité parfaite de droit entre les couples, quels que soient les couples de même sexe ou couples hétérosexuels. Vous êtes d'accord pour une égalité parfaite des droits? Non, pas pour la filiation. Je suis d'accord pour qu'il y ait l'union. Et j'ai des regrets. J'ai des regrets que, contrairement à ce que nous avons promis en 2007, nous n'ayons pas fait évoluer le PACS vers une union civile reconnue en mairie pour que la République reconnaisse aussi les couples homosexuels et qu'on se soit arrêté là. Avec d'ailleurs une grande leçon. Les réformes que vous ne faites pas vous-même avec vos valeurs, il ne faut pas s'étonner que vos adversaires les mettent en place avec leurs valeurs un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous. Je suis pour l'union des couples homosexuels. Je suis contre la filiation. Donc abrogation de la loi. Oui, abrogation qui ne reviendrait pas au PACS, qui reviendrait à cette situation où vous reconnaissez l'union avec les droits, mais vous empêchez la filiation. Parce alors, que ce slogan était répété hier, mais c'est un slogan évident. C'est un enfant, c'est un papa et une maman. Oui. Mais dites-moi, la GPA, parlons-en, puisque vous parlez de filiation. Est-ce qu'il faut sanctionner les couples français qui ont recours à la GPA à l'étranger? Il faut leur dire qu'ils ne pourront pas faire reconnaître en France cet enfant. Et il nous faut aussi une action internationale en la matière. Un enfant né à l'étranger d'une mère porteuse, avec quand même l'un des deux parents français, ne pourrait pas devenir français. C'est une façon de dire et de montrer que c'est interdit en France. Mais derrière ça, vous prenez cette situation, on peut connaître parmi ses proches des gens qui ont recours et qui ont envie. Mais la vraie question qui se pose, est-ce qu'il y a un droit à l'enfant qui doit être reconnu? Je ne le pense pas. Je pense que les droits de l'enfant, et je ne joue pas sur les mots, sont plus importants que la question du droit à l'enfant. Et puis on est aussi dans une logique qui va devenir impossible, intenable. C'est la question de la marchandisation. Comment saurez-vous si derrière, il n'y a pas la dimension financière qui joue pour celle qui va porter cet enfant? On est très éloigné de principes qui sont des principes de base. Je pense que la famille ne peut pas être déstabilisée. J'ai une conception qui est un peu plus large, si vous me permettez. Je pense que dans les années qui viennent, il va falloir aller très loin en matière de réforme économique, de liberté économique. Il va falloir remettre de l'ordre et de l'autorité dans notre pays. Il va falloir, sur notre protection sociale, si on veut garder quelque chose, il va falloir rénover, réformer en profondeur. Mais parce que tout ceci va bouger, il faut un pôle de stabilité, que sont les questions de société
et un pôle de stabilité qu'est la famille. Voilà pourquoi je veux revenir à ces principes de base. Voilà pourquoi j'ai manifesté hier, même si je sais que d'après les sondages, je ne serai pas majoritaire. La belle affaire, ce sont mes convictions. Merci Xavier Bertrand, 8h56.